Alors, nous avons eu deux premières interventions les 2 dernières semaines par 2 historiens. Un historien des bas-fonds, Dominique Khalifa, et une historienne des déchets, Sabine Barle. Et je crois que ça a bien posé le contexte dans lequel nous menons cette enquête sur les chiffonniers littéraires et Baudelaire au centre de cette configuration. Je crois que nous avons bien compris que ce chiffonnier est un personnage essentiel de l'âge de Baudelaire, au centre d'un réseau important. Alors, quand je me suis mis à m'intéresser aux chiffonniers l'an dernier, je me suis demandé s'il y avait une physiologie du chiffonnier. Les physiologies, c'est un genre. On a écrit beaucoup de petites physiologies au début des années 1840. C'est des petits livres peu coûteux et il y a à peu près des physiologies de tous les types parisiens. Dans cette grosse centaine de physiologies, petits livres illustrés. J'étais très déçu parce que je n'ai pas trouvé de physiologie du chiffonnier. Le chiffonnier viendrait entre la physiologie du chicard. Le chicard, c'est l'ancêtre du dandy. On l'appelle encore le chicandard, le chocnosophe, etc. Donc, personnage important de l'époque. Et puis, la physiologie du cocu. Physiologie du cocu, il y en a plusieurs, parce que c'est un personnage intéressant, je suppose. Donc, il y en a plusieurs. Mais entre les deux, il n'y a pas de chiffonnier. Pas de physiologie du chiffonnier, donc j'étais assez ennuyeux. Je me suis demandé pourquoi. Mais finalement, je me suis dit que peut-être que toutes les physiologies étaient des physiologies du chiffonnier et que, du coup, il n'y avait pas besoin de physiologie spéciale du chiffonnier. Par exemple, dans la physiologie du flâneur, il y a évidemment un chapitre sur le chiffonnier. Et il y a une physiologie qui s'appelle la physiologie des physiologies, physiologie au carré. Et là aussi, il y a un chapitre sur ce qu'on appelle les chiffonniers littéraires. Et c'est un peu à celui-là que j'ai emprunté le titre de mon cours. Les chiffonniers littéraires. L'expression est employée là de manière tout à fait explicite et pour dire que tous les physiologistes sont des chiffonniers. On fait des physiologies en chiffonnant. Donc il y a un grand rapport entre chiffonnerie et cette mode de la physiologie des années 1840. Alors, je me disais qu'il fallait que je fasse venir un ou une spécialiste des physiologies pour réfléchir avec nous à ce sujet. Valérie Stiénon a publié il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, en 2012, un livre qui, je pense, était sa thèse, intitulé « La littérature des physiologies socio-poétiques d'un genre panoramique 1830-1845 ». Donc c'est l'époque très circonscrite de cette mode physiologique, qui est aussi, c'est le même moment que celui de la mode des tableaux de Paris. Les physiologies sont des petits livres bon marché, les tableaux de Paris sont des grands livres plus coûteux. Et c'est le même moment où on s'intéresse de ces deux manières à tous ces petits métiers. Alors voilà pourquoi je lui ai demandé de venir. J'ajouterai qu'elle est maître de conférence à l'université Paris 13 et que son titre, je pense qu'elle l'a donné, c'est « La modernité des petits, panorama, physiologies et panthéons ». À vous. Merci beaucoup pour cette invitation qui m'honore et pour cette belle occasion que vous me donnez de parler justement donc de ces physiologies qui sont généralement
citées pour des extraits qu'elle mentionne, plutôt qu'étudiées comme un tout et dans leur dynamique, et aussi dans leur laboratoire d'écriture et de réalisation. Et c'est sur ces aspects que je voudrais me pencher avec vous, en rapport avec la chiffonnerie, en y voyant une pratique de la chiffonnerie littéraire. Alors nous savons depuis Walter Benjamin qu'il s'agit là d'une des modalités de la littérature dite panoramique. Alors le panorama, comme vous le savez, c'est une invention optique qui est aussi un spectacle, un loisir, qui va créer un phénomène de société au début du XIXe siècle. Au point qu'on construise des rotondes où sont exposés ces panoramas que l'on peut visiter. Et il s'agit donc des débuts du spectacle de masse, du loisir, et des divertissements de la foule bourgeoise. Il y a aussi l'équivalent du panorama qui intègre la lumière et la durée, c'est le diorama. Donc c'est une variante du précédent, et donc qui intègre le mouvement, les stades de la journée, avec des variations lumineuses. À partir de ce type de spectacle et de ces inventions optiques, on va créer des ambiances en immersion. Le pléorama, qui sera une barque mouvante reproduisant la navigation en mer. Un padorama, qui mime le voyage en chemin de fer, par exemple. On a là une invention qui crée du simulacre et qui fait loisir et spectacle sur l'illusion en immersion. En art et en littérature aussi, on aurait l'équivalent de ce type de texte, et Walter Benjamin est le premier à faire le rapprochement avec la littérature. Il constate donc que par transposition, cette esthétique picturale aurait donné lieu à une forme de littérature particulière. Revoici une citation qui pose un peu les choses. Ce sont des séries d'esquisses dont le prétexte anecdotique correspond aux figures situées au premier plan dans les panoramas, tandis que le tableau qu'il donne de la société est l'équivalent du décor peint à l'arrière-fond. Même du point de vue social, cette littérature est panoramique. C'est la dernière fois que l'ouvrier, détaché de sa classe sociale, apparaît dans le décor d'une idylle. Alors là, il y a une chose intéressante que pose Benjamin, c'est le détachement par rapport au social et l'intégration dans l'idylle, qui est donc un petit genre pictural et littéraire, essentiellement sentimental et bucolique. Il développe encore, donc Walter Benjamin, cette équivalence entre le pictural et l'écriture, dans une citation un peu plus longue. Il y a toute une littérature dont le caractère stylistique donne un équivalent parfait des dioramas et autres panoramas. Ce sont les recueils composés dans l'esprit du feuilleton et les séries d'esquisses du milieu du siècle. Des œuvres comme La Grande Ville, Le Diable à Paris, Les Français peints par eux-mêmes. Ce sont dans une certaine mesure des dioramas moraux, non seulement proches parents des autres, par leur diversité audacieuse, mais construits exactement comme eux techniquement. Le premier plan élaboré visuellement, plus ou moins détaillé, du diorama, trouve son équivalent dans l'habillage feuilletonesque, très profilé, qui est donné à l'étude sociale, laquelle donne ici un large arrière-plan analogue au paysage. Ici une petite ambiguïté, puisque Walter Benjamin semble réintégrer la question de l'étude sociale qu'il avait l'air de détacher dans la précédente citation. Je reviendrai sur cette ambiguïté qui est une des énigmes que pose le corpus des physiologies. Alors cette comparaison fait naître donc rétrospectivement un type de littérature, puisqu'on y trouve une cohérence depuis un point de vue qui n'est pas le point de vue de l'époque, mais qui renvoie à des cohérences historiques sur lesquelles je vais revenir. Et comme vous le savez, c'est un immense continent qu'on a découvert avec cette littérature panoramique. Antoine Compagnon a donc cité Le Diable à Paris, Le Tableau de Paris, l'Ermite de la Chaussée d'Antin, qui ont été mentionnés, avec comme précurseur Mercier et son Tableau de Paris. Donc déjà en son époque, cette littérature était elle-même particulièrement repérable. Elle concentre ses propres réseaux de production et de diffusion autour de quelques éditeurs de la librairie romantique. Elle assure elle-même sa publicité, largement héritière des techniques de la réclame, et elle entretient une proximité importante avec la presse, dans son contenu comme dans ses modes de diffusion. Benjamin isole le sous-corpus des physiologies dans son Charles Baudelaire. Dans ce genre d'écrits, les modestes volumes en format de poche, qu'on appelait les physiologies, occupaient une place privilégiée. Ils étaient consacrés à l'examen des types, que peut rencontrer celui qui observe le marché.
depuis le camelot des boulevards jusqu'aux élégants au foyer de l'opéra. Il n'y a pas une figure de la vie parisienne que le physiologue n'ait croquée. Alors, que sont donc ces physiologies? En voici des exemples, sans doute les plus célèbres. Donc, vous repérez d'emblée l'uniformité du corpus, une uniformité de format. Ce sont des tout petits livres, IN 32. Donc, il a raison, Walter Benjamin, de parler de format de poche, même si le livre de poche n'existe bien sûr pas encore. Vous voyez aussi l'uniformité typographique, la présence d'illustrations, et 3 types d'objets, des symboles, comme la poire qui attaque la monarchie, des lieux, le théâtre, celle du milieu au-dessus, et des types à proprement parler, l'homme marié, le flâneur, la lorette, le provincial de Paris, le poète, par exemple. Donc le succès que crée ce genre, parce qu'il a eu du succès, continue à être qualifié de mineur pour des raisons de légitimité esthétique, de durée de vie. Effectivement, le genre va s'essouffler assez rapidement. Il naît dans la presse en 1830 avec des articles qui s'intitulent Physiologie. Il atteint son apogée dans ces petits formats et il repasse dans la presse dans les années 1850, généralement avec des rééditions de ces physiologies. Aussi, ce corpus reste mineur pour des raisons d'envergure des auteurs. Ce sont des écrivains journalistes, à peine des feuilletonistes. Et bien sûr, en raison de ces matériaux de composition. L'image, bien souvent, est de l'image reprise, récupérée à partir des gravures. Donc les bois sont réutilisés et les images réinsérées dans des nouveaux contextes qui leur donnent parfois des sens complètement opposés. Le papier lui-même est peu soigné et donc Walter Benjamin a raison de parler de modeste volume. C'est l'équivalent en écriture et en livre finalement de la pratique du chiffonnier. Pour l'histoire du livre, on a là des petits fascicules de moindre qualité qui se disent eux-mêmes être de moindre qualité et qui se présentent comme des tracts qu'on pourrait jeter sur la rue après les avoir lus. C'est une littérature considérée comme de stéréotype. En réalité, elle traite de type. Et la typification, à l'époque, c'est un geste de compréhension, c'est un geste cognitif important. Donc ce n'est pas seulement de la répétition, il y a aussi une volonté de connaissance mise en évidence dans cette cartographie du social à travers ses principaux représentants socioculturels. Et bien sûr, il y a un art de la reprise qui apparente sans doute le plus ces textes à la chiffonnerie en littérature. Une reprise matérielle, donc j'ai parlé des bois qui sont réutilisés pour les images, mais de contenu aussi. Ces textes citent énormément d'autres textes, les détournent et procèdent, ce faisant, à une forme d'innutrition de leurs sources. Pourtant, les physiologies ont au moins une double importance. Qualitative d'abord parce qu'elles sont représentatives de la littérature dite panoramique, continent qui trouverait dans ce sous-corpus son emblème, comme le présente Walter Benjamin. Significativement aussi, elles ont mis en images et en description des types qui animent la vie littéraire. Mayeux, Macaire et Prudhomme sont sans doute les plus célèbres. On les doit respectivement à Traviès, à Daumier et à Monnier. Mais bien sûr aussi importance quantitative. Ces textes ont énormément circulé dans la société. Certains sont vendus dans des échoppes, comme la physiologie du bonbon. D'autres sont disponibles dans des relais de transport en commun, comme la physiologie de l'omnibus ou encore la physiologie des diligences et des grandes routes. À tel point que, dans le corpus même, on représente ces textes comme le résultat d'une avalanche ou d'une épidémie. Quittons le discours de Walter Benjamin pour examiner ce que disent eux-mêmes ces textes. Dans la physiologie du journaliste de province, on a ce passage qui décrit la quantité de physiologie. La physiologie, en effet, a pris un développement extraordinaire depuis quelque temps dans la capitale, des extrémités au centre, du pays latin au quartier Saint-Georges, du plus misérable des faubourgs à la place de la Bourse. La physiologie, au moment où j'ai l'honneur de vous parler, est descendue comme un torrent, comme une avalanche. Elle encombre les cabinets littéraires et autres, les cercles, les salons et les ruelles, à ce point que le trop-plein en déborde sur la banlieue et les départements circonvoisins. Ailleurs, on trouvera encore la métaphore du choléra morbus, qui fait référence donc aux épidémies de choléra qui ont décimé la population parisienne, et en particulier en 1832.
torrent, avalanche, épidémie. C'est comme ça qu'on représente l'arrivée de ces textes et leur circulation massive dans la société comme une invasion donc problématique. Mais c'est donc un phénomène de société qui doit se comprendre plus largement à la lumière de la vie culturelle des passages parisiens. Ces passages, comme celui des panoramas bien sûr, mais ce n'est pas le seul, je reparlerai plus tard du passage de la galerie Véro-Doda, développent une forme de mode, mettent en avant l'architecture du verre et de la fonte, développent aussi certaines énergies, l'éclairage au gaz, sont permis par des nouveaux moyens de circulation urbaine, l'omnibus et les diligences. Vous avez vu qu'il y a des physiologies spécifiquement consacrées à ces modes de circulation. Et plus généralement, on a affaire à une économie capitaliste naissante. On a les boutiques qui sont là avant les grands magasins. C'est donc l'âge d'or de la flânerie, et les passages sont des lieux de loisirs, d'achat et de rencontres, mais aussi de sociabilité culturelle et professionnelle. Dans ces passages, on trouve des cercles littéraires, des bureaux de revues politiques, des éditeurs, des ateliers d'imprimeurs et de graveurs, des magasins de bonbons, des cabinets donc de lecture et des librairies. Et donc finalement, les physiologies qui ont l'air de traiter de sujets très différents rassemblent dans leur succession, parce qu'elles sont sérielles, ce qu'on trouve déjà dans la mode des passages. Je vous propose un autre témoignage d'époque, cette fois-ci issu du Charivari en 1837, qui parle du passage des panoramas. C'est un véritable bazar, une exposition de toutes les industries imaginables, rien n'y manque. Une famille pourrait fort bien y passer sa vie entière sans éprouver une seule fois le besoin d'en sortir. Restaurants, bains, cafés, civettes, tailleurs, bottiers, théâtres, chapeliers, confiseurs, tout se trouve à souhait dans cet heureux passage, tout jusqu'à des cabinets de lecture, des cabinets particuliers et bien d'autres cabinets encore. C'est donc le cas, comme je l'évoquais, du passage Véro-Doda qui va abriter la boutique Aubert. Alors Aubert est un des principaux éditeurs de physiologie, il a créé une collection, le second étant Desloges. Aubert est à la fois une boutique d'estampes, le lieu des bureaux de la caricature et puis du Charivari, et un atelier d'imprimerie-lithographie. C'est intéressant de faire ce rapprochement et de resituer ces textes dans leur lieu de production, parce que ça signifie qu'ils ne sont pas aussi anodins qu'on a bien voulu les voir, en les qualifiant notamment de textes badins. Ils sont beaucoup plus satiriques qu'on pourrait le penser. Donc s'ils, effectivement, répètent le tout venant d'une époque, ils sont aussi mordants dans leur satire. Alors Benjamin y voit un produit typiquement bourgeois. Le luxe des passages est un signe de marchandisation de la culture. À y regarder de plus près, ce lien au bourgeois est complexe et doit être interrogé d'une manière complexe. Je vous cite un exemple d'une comédie vaudeville qui s'intitulait « Les physiologies » et qui a été jouée au théâtre du Panthéon en janvier 1942. La pièce met en scène des personnages qui apprennent à se connaître et à s'entre-décoder grâce à la lecture des physiologies. On a une mise en scène de la réception de ces textes. Une forme de série de leçons de physiologie appliquée, si vous voulez. Or, la leçon de cette comédie vaudeville, finalement, c'est que tout va mal pour ces bourgeois. La bonne s'émancipe, le tailleur vole le patron et la femme dupe son mari. Ces textes montrent effectivement qu'ils sont consommés par les bourgeois, mais ils se moquent des bourgeois. Alors, comment faire la part des choses ? Est-ce qu'il s'agirait d'une société qui veut s'y regarder pour y trouver un reflet moqueur et amusant ? Ou s'agit-il plutôt, comme je le pense, de la haute bourgeoisie qui aime contempler la bourgeoisie de l'atelier et du commerce ? Donc, on n'a pas tout à fait les mêmes fractions sociales qui utilise ces textes étant destinés à la haute bourgeoisie, mais parlant du gamin de Paris, de la Lorette, du bas bleu, par exemple. Benjamin classe aussi ces textes dans sa réflexion sur le sens de l'histoire comme fantasmagorie. Donc il les voit comme anodins et d'une parfaite bonhomie. Je le cite. Les petits médicaments apaisants que les physiologies offraient aux acheteurs furent vite dépassés. Donc il y voit la raison de la fin rapide de cette mode des physiologies, qu'il compare au roman policier, qui lui a eu une longue postérité.
Et il voit la différence dans le fait que le roman policier n'aurait pas épargné les aspects menaçants de la grande ville, alors que la physiologie les aurait lissés et minimisés. Je vous ai évoqué le rapprochement avec la presse satirique illustrée, donc ce n'est pas aussi simple que cela. Ces physiologies sont très créatives d'ailleurs pour se moquer. Je vous montrerai tout à l'heure comment elles font pour dénoncer la censure sans pouvoir se faire attaquer. Voici la boutique Aubert, qui est représentée dans une publication Aubert. Donc c'est cet éditeur de physiologie qui vend des caricatures dans le passage vers Ododa. Aubert est toujours présent dans cette physiologie du flâneur, mais vous voyez que le flâneur est plutôt en mauvaise posture puisqu'on lui fait les poches. Donc, le flâneur est grugé. Allons un peu plus loin et nous retrouvons ce flâneur dans la boue et sous la pluie, comme nous avons pu le voir tout à l'heure dans une autre gravure. Donc on a un flâneur qui n'est pas du tout valorisé, ou du moins au mieux de sa forme, mais qui est plutôt victime des voleurs et en mauvaise posture dans une ville plutôt, disons, hostile, dans laquelle il fait mauvaise figure. Il est embourbé, il est éclaboussé. À partir de ces premières caractéristiques du corpus, une question me semble intéressante à poser. Quelle est la dimension littéraire de ce corpus, plus de 100 physiologies? Benjamin les voit comme des repoussoirs par rapport à la postérité littéraire et il trouve que Baudelaire, n'ayant pas participé à cette littérature, c'est une preuve justement qu'il a su se détacher assez rapidement de cette littérature du tout venant. Les textes eux-mêmes, comme je vous le disais, se déprécient. On a par exemple dans la physiologie de l'anglais à Paris cette déclaration. Ce pauvre petit livre, aussitôt imprimé que fini, aussitôt oublié que lu, rarement lu même. Donc non seulement ces œuvres ne seraient pas légitimes, et elle le disent elles-mêmes, mais en plus elles pourraient porter atteinte au devenir d'un grand écrivain. Le problème, c'est qu'on peut trouver certains écrivains qui sont restés à la postérité, comme Balzac, et qui en a écrit. La plus connue est la physiologie du mariage. Et non seulement il ne la déprécie pas, mais il essaye de la classer dans son architecture de la comédie humaine, puisqu'elle prendrait place dans les études analytiques. Donc, il lui fait une place dans son infrastructure, son grand projet de roman. Par contre, on a oublié les Louis Huard, les Édouard Ourliac, les Charles Marchal et autres Maurice Alloy, qui ont écrit des physiologies, voire qui se sont spécialisés dans ce type d'écriture. Donc je voudrais poser la question de la place de ces productions dans l'histoire littéraire, étant donné qu'ils pratiquent la chiffonnerie littéraire. A priori, on pourrait y trouver des qualités de modernité dans leur style et dans leur pratique. Par exemple, ils ont une manière de pratiquer l'art du bref. Le bref qui est valorisé, il faut faire court, il faut faire vif, il faut manier l'art de la pointe. Vous voyez ici que l'anglais n'existe que sous deux formes, le gras, le maigre, et qu'on peut se dispenser de toute description, l'image valant 1000 mots. Il pratique aussi abondamment le fragment, l'aphorisme. Brillat-Savarin, qui a écrit une physiologie du goût et qui est précurseur de ce petit genre, nous a laissé plusieurs aphorismes dans le genre. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Eh bien, ce n'est pas le seul. Les physiologies aiment pratiquer les aphorismes et les anecdotes. L'hybridité, bien sûr, s'y retrouve. Ce n'est pas seulement l'hybridité du texte et de l'image, sur lesquelles je vais revenir, mais aussi des disciplines. Pourquoi ces textes s'intitulent-ils physiologie, par exemple ? En fait, ils font moins référence à la physiologie scientifique qu'à une sorte de physique sociale, le lien social. Et en termes de disciplines scientifiques qui sont utilisées et citées, c'est la zoologie qui prédomine et les sciences naturelles, puisqu'il s'agit de classer et que ces sciences donnent des instruments de classement. Vous voyez ici le discours que tient la physiologie des physiologies, sur laquelle je reviendrai. Grâce à ces petits livres pétris de science et d'esprit, l'homme sera mieux classé, mieux divisé, mieux subdivisé que les animaux ses confrères. Chacun connaîtra son origine, son espèce, sa famille, son genre. Nous trouvons aussi des jeux conceptuels et typographiques. Voici une manière de détourner la censure, en affichant vignettes supprimées par la censure. Alors, il serait faux de croire qu'il y avait d'abord une vignette et qu'elle a été remplacée au dernier moment. Il s'agit de dénoncer d'emblée le problème de la vignette qu'on nous refuse en créant une vignette de censure, si vous voulez. Alors,
On trouve aussi l'absence de moralité, donc cet aspect déceptif qui participe d'une écriture de la modernité, l'inachèvement. Par exemple, au moment de fournir une moralité, voici ce que nous dit cet extrait de la physiologie. Si vous relisez Vauvenargues, La Bruyère et La Rochefoucauld, j'ai la générosité de croire que vous les avez déjà lus. Peut-être y trouverez-vous une moralité applicable à cet ouvrage. Vous m'obligeriez, en me l'envoyant par la poste, à franchir. Donc on voit créativité, on voit audace, on voit originalité dans ces textes qui jouent d'une forme de créativité de leur support et des moyens matériels de typographie et d'image. Des moyens qui sont repris à la presse, bien sûr, mais aussi permis par la variété des thèmes qui sont traités. Et donc, il me semble qu'on peut gagner à les resituer dans une perspective de renouvellement des écritures. Alors, on a souvent tendance à situer la modernité à partir de la moitié du siècle et à l'étudier pour la seconde moitié. Que se passe-t-il alors de ces textes qui précèdent ce moment charnière pour la définition de la modernité en littérature? Mais il me semble important d'y revenir. Et je cite ici d'ailleurs Antoine Compagnon, qui faisait déjà des propositions dans les 5 paradoxes de la modernité à ce propos, et qui donc invitait à relire l'histoire littéraire par ses coulisses et par ses contradictions, ses paradoxes. Que peut-on faire par rapport à ces textes dans une perspective de redéfinition de la notion de modernité? D'abord, peut-être moins que discuter sur une date, essayer de voir ou faire entrer d'autres critères dans la définition de cette modernité et qui interviennent directement dans l'évolution de la notion de littérature, les supports et les formats bien sûr, mais aussi une nouvelle conception du genre sous l'angle d'effet de genre plutôt que de classification et de catégories immanentes. Et enfin, les rapports entre l'auteur et son genre. La commande éditoriale dans ces textes est majeure. Et je vais y revenir. La place de l'identité de l'auteur est minimisée. Il faut répondre à une commande et participer à un projet d'ensemble qui doit cartographier le social et dans lequel les types ne doivent pas se redoubler. Donc s'ils s'entrecitent, ils ne doivent pas créer de doublons pour autant. On a là, me semble-t-il, un bon exemple de ce que Gustave Lançon proposait à propos des œuvres mineures. Elles sont le tissu conjonctif de l'histoire littéraire. Je voudrais insister sur ces 3 points à partir de 3 acteurs qui sont concernés, l'éditeur, l'illustrateur et l'auteur lui-même. Alors, en ce qui concerne les fonctions de l'éditeur, la littérature panoramique est avant tout une entreprise éditoriale. Elle mobilise un grand nombre d'acteurs qui sont libraires, qui sont graveurs, qui sont imprimeurs, à une époque où librairie et édition ne sont pas encore clairement dissociées, et précisément à un moment où on commence à tenir un discours spécifique sur les fonctions de l'éditeur, qui est d'ailleurs représenté dans les Français peints par eux-mêmes. Bon. Que devient alors la figure de l'éditeur telle qu'elle est traitée dans ces textes ? Parce que j'ai quelques exemples de ça. Donc là, ça c'est un exemple de remplissage et de déceptivité. Donc vous voyez qu'il s'agit de la physiologie en fait, de l'anglais à Paris. Et on veut faire une histoire de l'Angleterre et on met des etc. parce qu'on n'a pas envie de se répéter. On trouve ici aussi des identités d'auteurs qui sont creuses et qui poétisent le vide, où l'auteur se sent triste, alors il ne dit rien. Et on voit convertit l'identité littéraire en humeur de l'auteur. Mais voici donc le point sur les éditeurs, dans ce discours issu de la physiologie de l'usurier et qui assimile précisément l'éditeur à une figure d'usurier. À propos, parmi les usuriers, parmi les habiles spéculateurs de la pensée, qui touchent au travail de l'intelligence et qui en négocient, enfin, parmi les plus rapaces des acheteurs, s'élève la superbe classe des éditeurs. Mais silence, ils nous tiennent. Soyons humbles et corrigeons nos épreuves avec soumission. Nous trouvons encore dans la physiologie du chicard, qui était évoquée tout à l'heure, ma justification est dans ces mots. J'ai été forcé d'écrire ceci, attendu que notre éditeur avait eu la faiblesse de me payer d'avance, faiblesse d'autant plus agréable qu'elle est fort rare. Dans les faits, la part d'initiative et de responsabilité laissée à l'auteur donc est minime et elle tend à être subordonnée à des impératifs bien sûr économiques, mais aussi esthétiques. Dans la littérature panoramique, c'est l'éditeur qui crée l'écrivain, en lui passant commande et en lui suggérant les types à traiter. Il y aura même une course au titre de physiologie pour avoir le titre le plus original qui sera déposé. Donc on voit là qu'il s'agit d'une guerre d'éditeurs plus que d'enjeux d'écrivains.
La propriété intellectuelle n'a pas le statut qu'on lui connaît, bien sûr. Et finalement, le texte appartient plus à l'éditeur qu'à l'auteur. Les éditeurs se reproduisent les uns les autres des physiologies et surtout se les partagent et écoulent respectivement leur stock dans Paris. La maison Aubert elle-même, elle se montre dans ses productions comme une marque. C'est l'éditeur là qui apparaît, l'éditeur libraire. Et Charles Philippon, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est donc le créateur du Charivari, se présente dans ce même Charivari comme celui qui tient la grosse caisse. C'est le battleur, c'est celui qui bat le rappel de son équipe, de sa troupe. Du publiciste, on glisse au professionnel du domaine. Et pour reprendre une expression de Philippon lui-même, il s'agit de poétiser la fonction d'éditeur. Voici, non, je vais y revenir plus tard, je voulais vous lire un témoignage de Charles Philippon lui-même sur son parcours. Il revendique ceci: j'ai répandu par centaines de mille les livres à vignettes, par millions les albums, par milliards les épreuves, développant ainsi le goût du dessin, popularisant les auteurs parisiens et le nom des artistes français sur tous les points du monde, car nous avions établi des correspondances partout. Enfin, j'ai vulgarisé les premières connaissances de l'art et préparé la voie à des publications plus sérieuses, plus importantes, car j'ai immensément agrandi le nombre des amateurs d'ouvrages artistiques. En un mot, j'ai poétisé la fonction d'éditeur. Donc la frontière entre le publiciste et son équipe d'artistes, sur lesquels je vais revenir, elle est floue, elle est ténue, et Philippon va s'attacher à rapprocher justement ces deux acteurs, de l'artiste et du publiciste. Pour le comprendre, il faut voir aussi le traitement qui est laissé à l'illustrateur dans ces textes. La maison Aubert invente la papyrographie, et c'est un terme que revendique Philippon. C'est de la décalcomanie, en fait, la manière de reproduire le papier et d'en faire des objets qui reproduisent des images. Ils sont donc plus chiffonniers de l'image que du texte. La maison Aubert est un fond d'image qu'elle essaye de réassortir par divers moyens. Et on voit une forme de modernité ici, par réaccommodation, par reprise, par répétition et par créativité dans la manière d'agencer le texte et l'image. Vous voyez en fait ici une image issue des miroirs comiques Aubert qui sont, vous allez vous en rendre compte assez rapidement, une préfiguration du début de la bande dessinée. Donc, je vous demande de regarder l'écran, puisqu'en fait j'essaye de reproduire ce que voyaient les lecteurs au moment où ils tournaient les pages de cet album, qui est le miroir comique de l'étudiant en vacances. Vous avez ici l'étudiant, avec la légende, l'étudiant en droit a celui de passer 2 mois au sein de sa famille et des plaisirs purs de la campagne. Il débarque avec ses effets. Il se précipite dans les bras de sa mère, de son père, de sa sœur, de son petit frère, de son 2e petit frère et de ses chiens. Donc on a là un dialogue avec la bande dessinée, donc le roman graphique, et Aubert d'ailleurs a très bien compris rapidement la nouveauté des productions du Suisse Topfer, qu'il réédite sous la forme notamment des albums Jabot, les aventures de l'histoire de Monsieur Jabot. La pratique même du légendage montre que c'est l'image qui compte, puisque si on regarde la manière dont étaient produites les légendes des images dans la caricature et le Charivari, on apprend que d'abord Philippon suggérait une idée à l'illustrateur, parfois l'illustrateur avait une idée, et à partir de l'image produite, il y avait circulation dans toute l'équipe des rédacteurs et les rédacteurs librement proposaient des légendes. Plusieurs légendes qui interprétaient donc l'image dans des sens différents, jusqu'à ce qu'une légende soit choisie, qui était celle donc qui était publiée. On voit un travail collectif fédéré par un directeur de collection ou un éditeur. Et donc il n'est pas étonnant qu'Aubert et la maison Aubert deviennent un vivier de recrutement d'artistes illustrateurs, et les plus célèbres, vous les connaissez, Granville et ses ombres portées ici, mais aussi Gustave Doré, peut-être moins connu dans ses débuts, qui imite aussi la bande dessinée. Vous avez ici un extrait des Travaux d'Hercule et l'épisode du Sanglier d'Érimante. Donc on voit l'empreinte du collectif se noter à tous les niveaux, de la conception à la publication, en passant par l'exécution du dessin original, la prise en charge par l'artisan graveur et la pratique du légendage.
L'éditeur panoramique donc semble revaloriser l'illustrateur qui, dans la hiérarchie des arts, était plutôt en bas de l'échelle, à côté de la grande peinture et de l'art officiel. Plus encore, l'illustrateur devient un personnage et un interlocuteur dans ses textes. Voici une fiction d'adresse à Granville, donc dans la physiologie du lectourois et de la lectouroise. Ô Granville, malin cerveau, toi qui prêtes à nos ridicules une exagération si spirituelle, toi qui sais si merveilleusement grouper, dans un cadre de papier, la sottise, la fatuité sa sœur, et les 7 vices maudits de l'Église. Un peu plus loin, tu es la muse que j'invoque pour m'aider à tracer ce soir quelques portraits dignes de ton pinceau. On voit là du placement de produits avant l'heure, si vous voulez, et les réclames pour les illustrateurs de la maison même sont très nombreuses, qu'il s'agisse de Granville, Daumier, Monnier, Traviès aussi. On l'érige donc en figure tutélaire. On trouve encore ceci. Nous empruntons à Gavarni ce spirituel observateur, ce dessinateur plein d'un talent si vrai et si élégant à la fois, quelques-uns de ces types, pour vous montrer tout d'abord le but de notre ouvrage. On va encore plus loin, donc là, dans le rapport à l'illustrateur, puisque c'est lui qui créerait les types, qu'il s'agirait simplement de traiter ou de commenter par la suite. Mais l'auteur, voire l'éditeur, ne serait pas à l'origine de la création, de la typification, mais bien l'illustrateur. Et voici la confirmation de cette hypothèse dans un dernier extrait. Laissons les débardeurs de Bercy et suivons à la piste les débardeurs Gavarni, ceux dont le spirituel crayon de l'artiste a traduit les joies, les misères, les transformations, les amours. Cette physiologie n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du dessinateur. Nous n'avons d'autre prétention que celle d'un Cicérone, dont le mérite consiste à savoir expliquer avec plus ou moins d'inspiration ce que l'art a produit de digne. Jusqu'à présent, j'ai évoqué l'importance de l'éditeur et de l'image, et donc de l'illustrateur comme interlocuteur et comme figure tutélaire. Je voudrais aussi parler de cette poétisation de la collectivité qui intervient donc dans tout le processus de création de cette littérature panoramique et dans son projet visuel et cognitif. C'est la question de l'auto-réflexivité, c'est-à-dire la dimension d'une œuvre qui se prend elle-même pour objet ou qui se cite elle-même. On a déjà vu avec la maison Aubert qui se représente, ça intervient à différents niveaux, et cela culmine avec une physiologie des physiologies qui a déjà été évoquée, et qui ne se prive pas de livrer quelques recettes pour créer facilement une physiologie, puisque, si vous lisez cet extrait, il est question du titre. La physiologie, elle est dans son titre. C'est le titre qui fait la physiologie. En vérité, je vous le dis, une physiologie est un titre, il s'agit donc d'en trouver un, extraordinaire, éblouissant, impossible. Cela fait, tout sera fait. Le volume entier est sur la première page. Alors ça culmine, cette auto-réflexivité, avec une physiologie des physiologies non signée dans la caricature, qui dit ceci: si vous faites la physiologie du billet doux, vous commencez franchement par avouer que vous n'avez rien à dire, ce qui est un prétexte, comme un autre, de mal écrire et d'être badin, que vous avez pris la plume par désœuvrement, que vous la conduisez par caprice, que vous la quitterez par nonchaloir, que vous avez pris ce sujet par fantaisie, que vous en aimeriez autant un autre et que vous ne savez comment le traiter. Donc, le sujet, finalement, est anecdotique. L'auteur est dénoncé comme médiocre, comme une personne qui écrit par prétexte et qui peut très bien passer d'un sujet à un autre, qui n'a pas de prédilection pour ces sujets, qui prend ce qu'il trouve, en quelque sorte. Dans le même registre, un autre article, aussi intitulé « Physiologie des physiologies », cette fois dans le Charivari, qui va un peu plus loin et qui, cette fois, jette le discrédit sur le profit économique reproché aux auteurs. Depuis que les premières physiologies ont fait leur apparition dans notre belle patrie, une foule de jeunes littérateurs sont entrés dans la carrière en s'imaginant que la victoire, en chantant, leur ouvrirait la barrière. Aujourd'hui, l'on ne rencontre pas un jeune membre de la Société des gens de lettres qui, après les premiers compliments d'usage, et même quelquefois avant, ne vous disent « Vous ne savez quoi ? Non, quoi ? Je fais une physiologie. Oui, la physiologie de la marchande d'abricots. Il y a un succès là-dedans. Il y a de l'argent à gagner. Oui, je crois aussi qu'il y a des noyaux. » Pourquoi cette tension, alors, dans le corpus, qui est manifeste entre célébration de ses propres moyens, de ses éditeurs, de ses illustrateurs, et dépréciation constante ? Il me semble que ces auteurs ont très bien conscience qu'ils appartiennent à de la littérature dite industrielle, de la littérature de la reprise,
Mais en même temps, le fait de poétiser ce rapport à la littérature industrielle, c'est une manière de se montrer avisé et d'intégrer les normes de la littérature légitimes et reconnues. C'est une manière de jouer sur les deux tableaux, si vous voulez. À la fois, on fait de la littérature industrielle, mais on n'est pas dupe. Donc, on affiche sa conscience de ce problème, et cette forme de lucidité est déjà en soi une valeur positive. Cela va plus loin, bien sûr, puisque la réflexivité dans le corpus va donner lieu presque à un modèle du peint par soi-même, qui circule à l'échelle européenne. Les Français peints par eux-mêmes, mais aussi les Belges, les Espagnols, les Allemands, les Autrichiens. Se faire connaître à autrui tout en cherchant à se présenter soi-même. Cela s'incarne dans un genre visuel et textuel du panthéon, le panthéon parodique, qui donc désigne la sculpture du fronton du Panthéon par David d'Angers en 1831. Le Charivari va copier cela et va créer son Panthéon charivarique. Vous en connaissez des célèbres, comme cette fameuse grande course au clocher académique par Granville, qui met en évidence, notons-le, un petit Édouard Ourliac, qui n'a l'air pas du tout en mauvaise posture, puisqu'il est très élégant et il tient la plume, symbole donc de l'écriture. Il est valorisé comme écrivain. Vous connaissez aussi Le grand chemin de la postérité par Benjamin Roubaud, autre forme de panthéon parodique. On oublie souvent la suite de cette longue frise, qui est conduite par Scribe et qui se termine par tout un groupe ici, qui est en fait l'équipe du Charivari. On retrouve Albert Clerc, Louis Desnoyers, Altaroche, donc ce sont des auteurs de physiologie aussi, ce sont des collaborateurs de la maison Aubert. Les petits sont donc dans la course aussi à la toute fin, mais ils sont présents. Et les petits créent aussi leur panthéon. Et je terminerai sur ce point. Voici ici le muséum d'Antanorama, qui est en fait une création de Granville, qui se représente d'ailleurs dans cette illustration. Il s'agit d'une image qui représente le panthéon du sculpteur d'antan, qui avait fait des bustes en charge des notabilités de l'époque. Donc, Granville représente des représentations. Et il s'auto-représente aussi. Alors, cette mode du panthéon charivarique parodique se retrouvera encore chez Eugène de Mirecourt avec les contemporains, eux-mêmes parodiés dans les binettes contemporaines de Commerson. On a là toute une mode de ce type de production qui fait une autopromotion collective du personnel de cette petite littérature. Les caractéristiques importantes de ces panthéons nous renvoient, et je vais conclure sur ce point, au rapport à la pérennité et à la visibilité qu'entretiennent ces petits auteurs. D'abord, dans ces panthéons, les types sont choisis généralement pour une anecdote. Ils sont, dans la plupart des cas, l'auteur d'un fait, d'une œuvre ou d'une caractéristique bien spécifique. Il y a donc une particularisation très forte et une hypersélection des traits qui correspondent d'ailleurs à la pratique de la caricature. Il y a aussi un rapport particulier à la temporalité, puisqu'il s'agit de rendre célèbres des contemporains et de ne pas attendre la postérité qui est censée faire sa sélection et opérer une monumentalisation des meilleurs. Et d'ailleurs, ce désir de monument correspond aussi à un désir d'être vu, et la visibilité commence à être importante. C'est une question qui se pose à cette époque de l'ère médiatique, qui voit donc naître des supports qui permettent de se dire et de se présenter d'une manière nouvelle. La notion de célébrité, donc, est réappropriée sous l'angle du médiatique. Et pour conclure, puisque ces petits auteurs se sont eux-mêmes pensés et joués dans leur entrée dans l'histoire, que peut-on, nous, en faire de manière rétrospective ? Bon, l'histoire culturelle et l'histoire de l'édition et du livre l'ont déjà réintégré, ce corpus. Même s'il reste un problème sur la question du populaire, parce que ce n'est pas vraiment de la littérature populaire. Il s'adresse aux bourgeois et il y a des beaux livres qui sont créés, comme le Keepsake, qui a été évoqué aussi tout à l'heure. Il y a des versions beaux livres, comme Les Français peints par eux-mêmes, de ces physiologies. Donc, cette littérature panoramique joue sur des circuits de légitimité et de qualité des livres qui sont très différents. Mais en ce qui concerne l'histoire littéraire, la question ne s'est pas encore vraiment posée.
Ces textes peuvent apparaître comme des laboratoires du roman réaliste, rejouent la question du mineur et du majeur d'une manière intéressante qui demande à être questionnée, et qui nous permettent aussi de repenser les rapports entre la grande production et la production plus légitime de cette littérature. Et je terminerai avec une proposition, celle de nommer ces textes comme appartenant à une littérature interstitielle, celle qui remplit les interstices de la grande littérature, qui mérite aussi d'apparaître dans nos histoires littéraires. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ce parcours. Donc depuis la mode des panoramas et des dioramas jusqu'à cette littérature, donc à la fois les grands volumes, Tableaux de Paris, toute cette série de volumes collectifs, et puis les petites physiologies bon marché. Bon, vous l'avez dit, c'est finalement un phénomène très concentré. Tous ces livres sont publiés en très peu d'années, en quelques années. Beaucoup d'entre eux sont publiés par la même maison d'édition. Je ne sais pas quelle proportion parmi les physiologies sont publiées par Aubert, parmi les... Bon, je crois qu'il y a de l'ordre de 130 de ces physiologies. Aubert, cette maison en publie beaucoup. Ah oui, peut-être venez là. Vous l'avez dit, Aubert est lié à l'un des plus grands de ces promoteurs de la caricature durant cette époque, Charles Philippon, qui est l'inventeur de la poire pour représenter Louis-Philippe, lorsqu'il est au cours d'un procès, pour montrer qu'on peut représenter tout de manière que n'importe quel objet peut faire penser au roi. Il représente ainsi le roi comme une poire en quelques dessins. Donc c'est lui. Si mes souvenirs sont bons, Aubert, c'est son beau-frère. Tout à fait. Alors, d'une certaine façon, son beau-frère de la déconfiture parce qu'il était en dette. Voilà. Et il a fondé sa boutique d'estampes pour sauver son beau-frère. Oui, mais ils n'ont jamais été sauvés financièrement, je crois. Ils ont pu s'en sortir au début sur le commerce de l'image, en capitalisant sur l'édition des abécédaires pour la jeunesse et en reprenant des formules comme celle de Topfer, de bande dessinée, qui marchaient bien. Mais l'entreprise des physiologies, est-ce qu'elle s'est arrêtée parce que financièrement, elle n'était pas très rentable Je pense que la mode s'est essoufflée parce que on voit un changement. En fait, le support rechange à nouveau. Les physiologies retournent dans la presse. Et il me semble qu'il y a un essoufflement parce que les types sont déjà traités. On n'arrive plus à en trouver de nouveaux. Donc il y a une sorte de décomposition des types, une spécialisation, une surspécialisation de chacun des types. Il y a un trop-plein. Ils ont traité, vous pensez, tous les types parisiens Moins d'avoir traité tous les types. Comme je vous disais, certaines fois, ils sont traités... Enfin, dans certains cas, il y a plusieurs physiologies du même type parisien. Comme je citais l'exemple du cocu, il y a plusieurs physiologies. Mais c'est vrai que ça s'est arrêté très brutalement après un début qui paraissait extrêmement prometteur, comme petit livre très... Et il faut ajouter avec beaucoup d'illustrateurs qui, eux, se sont fait un nom à travers ces physiologies, probablement beaucoup plus que les écrivains. Oui, c'est les illustrateurs, vous l'avez dit, qui font la fortune de ce genre. Et l'illustrateur n'est qu'un l'écrivain n'est qu'un fournisseur de copies. C'est du moins comme ça qu'il se présente et comme ça que dans les faits, c'est comme ça que dans les faits, ça se produit. Vous avez signalé que beaucoup de ces physiologies sont écrites par Louis Huard. Oui. Probablement c'est celui qui en a produit le plus. Tout à fait, qui est même consacré père des physiologies, par humour en fait. Il en a fait beaucoup. Je crois qu'il a fait celle du flâneur que je citais tout à l'heure. Je ne me souviens plus. J'ai l'impression qu'elle est bien de lui.
Alors évidemment, ça coïncide avec ce grand moment du chiffonnier. C'est exactement les mêmes dates, cette sorte d'envol du chiffonnier. On peut dire que ça correspond aussi à cette forte demande de papier pour produire cette immense librairie qui se développe. Donc le rapport entre le chiffonnier et le producteur de physiologie est un rapport économique au sens où l'inflation de cette production demande de plus en plus de papier. D'ailleurs, Aubert va se concentrer sur ces organes de presse satirique illustrés qui lui rapportent plus d'argent aussi, ce qui est peut-être une réponse à votre question tout à l'heure. Pourquoi les physiologies s'arrêtent à un moment? Vous pensez que le Charivari lui rapporte plus que... Oui. Ça ne marche pas très bien non plus. Ça ne marche pas très bien, mais ça marche mieux que les physiologies. Oui. Ça marche mieux que les physiologies, que la maison d'édition. Il Alors il faut aussi peut-être rappeler que ces physiologies prennent le relais de la caricature politique, puisque c'est au moment où le régime de Louis-Philippe ne laisse plus la même liberté à la presse, à partir de 1834-35, que se développent toutes ces caricatures sociales. Donc c'est une sorte de pis-aller dans l'esprit de beaucoup de ces caricaturistes. Ils ne peuvent pas... Vous avez vu la vignette sur la censure. C'est en l'absence de caricature sociale qu'on peut faire de la caricature politique. C'est un peu le drame d'ailleurs de l'équipe de Philippon, d'avoir commencé avec la caricature satirique politique et d'avoir dû s'orienter vers ce qu'on identifie comme une satire de mœurs. Oui. Effectivement, le pis-aller de cette... C'est le pis-aller de la caricature politique. Et pourtant, c'est dans la caricature de mœurs que certains des plus grands, comme Gavarni et Daumier, s'illustreront. Oui. C'est ce que dit Baudelaire. Dans quelques caricaturistes français, Baudelaire, esprit paradoxal, dit c'est grâce à l'absence de la liberté de la presse que Daumier a pu inventer ces caricatures de mœurs. Mais c'est peut-être un paradoxe baudelairien d'exprimer cela. Évidemment, moi, je reste un peu déçu qu'il n'y ait pas de physiologie de ce chiffonnier. Je vous disais, dans la physiologie du flâneur, qui est l'une des belles, oui, qui est l'une des très belles physiologies, il y a un grand chapitre, mais j'y viendrai un jour, justement, dans 15 jours ou dans 3 semaines, je ne sais plus, quand j'essaierai de faire une physiologie du chiffonnier, je me référerai aux illustrations de ce chapitre. Mais si mes souvenirs sont bons, ben là c'est une question que je vais vous poser, vous allez peut-être me tirer d'affaire, je n'ai pas pu identifier l'illustrateur du chiffonnier dans la physiologie du chiffonnier. Il faudrait que je l'ai sous les yeux. Comment ? Il faudrait que je l'ai sous les yeux pour le... Je ne sais pas. Vous vous en souvenez pas ? Non. Je m'en souvenez pas. Je n'arrive pas à l'identifier, celui-là, parce que souvent, on nous dit en tête des physiologies qu'il y a un certain nombre d'illustrateurs, c'est même pas complet, et puis c'est des reprises, comme vous le dites, souvent ces vignettes sont reprises. Vous avez vu tout à l'heure, je vous montrais ce très beau chiffonnier de 1844 avec l'affiche, repris 10 ans après de manière très médiocre dans une autre publication. Alors, il est d'abord sous une forme luxueuse, puis sous une forme médiocre. Donc il y a beaucoup de reprises. Et là aussi, je ne sais pas qui est l'auteur de ce beau chiffonnier. Donc, et alors, en effet, vous le disiez, il y a une identification explicite des physiologistes au chiffonnier. Alors là, ce thème est assumé. Les physiologistes sont des chiffonniers puisqu'ils travaillent en récoltant un peu partout des restes avec lesquels ils font leur propre livre. Donc on est bien dans cette économie du recyclage qui caractérise ce moment. On peut dire que dans ces livres de physiologie, l'adage
rien ne se perd, tout se transforme. Celui de l'image d'Épinal reste tout à fait valable. C'est même la règle d'or, finalement, de ces physiologies, c'est l'art du réemploi. Oui. Voici ce qu'il était écrit à propos de la physiologie des physiologies. Les physiologistes sont des chiffonniers littéraires qui remplissent un livre comme une hotte de tout ce qu'ils heurtent dans la boue des carrefours. On retrouve cette boue, hein, des carrefours. Et puis je vous invite à réfléchir sur ce verbe heurter dans le sens qu'il a ici. Heurter quelque chose au sens prendre. Prendre. Heurter, c'est prendre ici. C'est piquer. Alors qu'est-ce qu'il y a comme grands écrivains qui en sont sortis? C'est ce que vous demandiez à la fin, la valeur. Est-ce que ça a contribué au développement de la littérature réaliste? Ça n'a rien. C'est une thèse qui n'a rien de certain. Tout à fait, effectivement. Et d'ailleurs, on l'associe plutôt à Daumier qu'à Comment? l'ensemble. Parlez dans le micro. On l'associe d'ailleurs plutôt à Daumier que plutôt ce rapport à l'esthétique réaliste, une certaine forme de caricature de mœurs, notamment initiée par Daumier, plutôt qu'à la littérature panoramique elle-même. Donc en fait, effectivement, cette thèse n'est pas certaine du tout. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que se développe à ce moment-là toute une armée de petites mains qui travaillent dans la petite presse, dans la presse caricaturale et dans ces physiologies. Ce qui est étonnant, c'est que la plupart ne sont pas des feuilletonistes. Ne sont pas des feuilletonistes. N'a pas de physiologie, par exemple. Comment? Eugène Sue n'a pas écrit de physiologie, par exemple. Ce sont plutôt des chroniqueurs et des rédacteurs plutôt que des feuilletonistes. Des feuilletonistes. Et que devient toute cette population après la fermeture de cette filière? On a peu de témoignages à partir du moment où... On a peu de témoignages de leur destin. Oui. Est-ce qu'ils écrivent aussi dans les grands tableaux? Certains, mais c'est pas vraiment tellement. rare parce que c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Paul de Kock et Balzac pour les grands tableaux et oui. pour les autres. Oui, mais enfin, c'est une exception. Pour les autres, c'est pas la même catégorie d'écrivains. Dans les tableaux, ce sont plutôt des journalistes. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. Non. Bon, ben, nous vous remercions encore et nous nous retrouvons la semaine prochaine.